Je m'appelle Olivia Reynolds, j'ai 34 ans et, jusqu'au mois dernier, j'étais directrice des opérations de Reynolds Fashion, la chaîne de magasins de vêtements familiales valant des millions. Pendant 6 ans, j'ai consacré 70 heures par semaine à bâtir l'entreprise fondée par mon père, convaincu que famille et entreprise étaient indissociables. Puis vint ce mardi après-midi, assis dans un café au coin d'une rue, quand le message vocal de ma mère bouleversa tout. Tu es viré de l'entreprise familiale. Attends-toi à un appel de notre avocat. Mes mains tremblaient tandis que je traitais ces 11 mots qui effaçaient des années de sacrifice. Si vous regardez ceci, prenez une seconde pour cliquer sur « J'aime » et vous abonner. J'aimerais savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert que la loyauté familiale a ses limites. Et parfois, la réponse la plus discrète est celle qui parle le plus fort. Reynolds Fashion n'était pas seulement une entreprise. C'était l'hôtel de notre famille. Mon père, George Reynolds, a débuté avec une seule boutique à Seattle en 1985, vendant des vêtements de créateurs qu'il avait personnellement sélectionnés à New York et à Milan. Son sens aigu des tendances mode susceptibles de plaire aux professionnels de la classe moyenne supérieure a transformé une boutique en 3 en 5 ans. Ma mère, Vivien, s'occupait initialement de la comptabilité tout en élevant 3 enfants, mais son sens aigu des affaires l'a finalement placé au même niveau que mon père, puis comme sa supérieure dans la prise de décision. En grandissant, j'ai assisté à cette évolution dynamique, l'influence de ma mère grandissant parallèlement à l'expansion de l'entreprise. Notre enfance n'a pas été typique, à tous points de vue. Pendant que les autres enfants passaient leur week-end à dormir chez des amis ou à assister à des matchs de foot, les enfants Reynolds apprenaient la gestion des stocks et le service client en magasin. Mon 16e anniversaire n'a pas été fêté avec des amis. À la place, j'ai reçu mon premier devoir sur tableur, analyser les tendances saisonnières des ventes. Mon frère aîné Marcus, de 2 ans mon aîné, s'est clairement imposé comme l'enfant chéri dès son plus jeune âge. Ma mère louait constamment son leadership naturel malgré ses décisions impulsives. Ma sœur cadette, Rebecca, ne supportait pas la pression et les comparaisons constantes. À 22 ans, elle a annoncé qu'elle ne voulait plus rien savoir de Reynolds Fashion et a déménagé à Portland pour devenir professeure d'art. Sa famille l'a pratiquement renié pendant des années, ne prononçant son nom que dans des murmures déçus. J'ai choisi une voie différente, convaincu que mes compétences et mon éducation me permettraient de gagner ma place. J'ai étudié le commerce à Wharton, obtenu mon MBA avec mention et même travaillé 2 ans dans une enseigne de luxe française pour apporter une perspective internationale à Reynolds Fashion. À mon retour à 28 ans, l'entreprise comptait 15 magasins dans le Nord-Ouest Pacifique, mais peinait à se moderniser. Le e-commerce était une idée secondaire et les systèmes de gestion des stocks étaient encore largement manuels. J'ai immédiatement identifié des opportunités de croissance et d'efficacité. En 2 ans de mise en œuvre de mes stratégies, nous avons augmenté nos bénéfices de 30%, étendu notre réseau à 23 sites et bâti une solide présence en ligne qui a représenté 25% du chiffre d'affaires total. Malgré ces succès, ma position dans la hiérarchie familiale est restée inchangée. Le diagnostic de Parkinson de mon père l'a progressivement éloigné des opérations quotidiennes, laissant ma mère aux commandes. Elle conservait le poste de PDG, tandis que j'assumais la majeure partie du travail opérationnel en tant que directrice des opérations. Marcus occupait le poste de directeur de la marque, ce qui impliquait principalement d'assister à des défilés de mode et de faire des apparitions occasionnelles en magasin pour le moral des troupes. Cette structure de propriété reflétait des décennies de politique familiale. Ma mère en détenait 45%. J'avais réussi à obtenir 40% grâce au soutien de mon père avant que son état ne s'aggrave, et Marcus en détenait 15%. Chaque petite victoire dans l'entreprise avait un coût personnel. Les réunions décisionnelles se terminaient souvent par des phrases comme celle de ma mère, « Cela peut fonctionner dans une entreprise européenne, mais nous sommes une entreprise familiale fondée sur la tradition. » Chaque fois que je faisais appel à des professionnels qualifiés pour renforcer notre équipe, Marcus s'inquiétait à l'oreille de personnes extérieures à notre équipe qui ne comprenaient pas nos valeurs. Malgré ces frustrations, je suis resté fidèle à Reynolds Fashion. J'ai décliné des offres lucratives de grandes enseignes de distribution, refusé une société de capital risque qui recherchait mon expertise pour ses investissements dans la mode, et reporté ma vie personnelle à plusieurs reprises. Je me suis convaincu que l'entreprise valait tous ses sacrifices, qu'un jour mes contributions seraient pleinement reconnues et qu'en fin de compte, ma famille choisirait la loyauté plutôt que le contrôle. En réalité, je nourrissais l'illusion que ma famille valorisait mes contributions autant que j'appréciais de participer à ce que nous avions construit ensemble. Les premiers signes avant-coureurs étaient présents, les petites exclusions,
les conversations en marge qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans les salles et les décisions prises avant même le début officiel des réunions. Mais je n'étais pas prête à percevoir ce schéma avant qu'il ne devienne impossible de l'ignorer. La première faille majeure dans la façade de mon entreprise familiale est apparue après que j'ai mené une campagne marketing qui a attiré l'attention nationale. Nous nous sommes associés à un créateur de mode durable prometteur et avons lancé une collection éco-responsable, qui a été présentée dans Vogue et a généré le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de l'histoire de l'entreprise. Lors du dîner de célébration, ma mère a porté un toast à la formidable équipe marketing sans même mentionner mon nom, tandis que Marcus, assis en silence, examinait son verre de vin au lieu de saluer mes mois de planification stratégique. Lorsque les publications économiques me sollicitaient pour des interviews, ma mère insistait pour être la seule porte-parole, reléguant mon rôle au rang de travail d'équipe dans les communiqués de presse. Ce petit mot m'a blessé, mais je l'ai justifié par l'approche générationnelle du leadership de ma mère. Mon intuition m'a crié que quelque chose clochait lorsque l'équipe de direction s'est réunie pour discuter de notre stratégie d'expansion sur la côte ouest. J'avais préparé une analyse approfondie du marché de Los Angeles, incluant des emplacements potentiels, des rapports démographiques et des prévisions de chiffres d'affaires basés sur nos précédents schémas d'expansion. 5 minutes après le début de ma présentation, Marcus m'a interrompu avec une proposition totalement différente pour San Diego, avec des représentations éclatantes de vitrines, mais des projections financières minimales. Ma mère a immédiatement orienté la conversation vers son idée, en disant « Cela me semble plus en phase avec la marque Reynolds ». Ils ont approuvé son plan sans même me laisser terminer la présentation de mes données. 6 mois plus tard, le site de San Diego était en pleine crise financière, avec des frais généraux presque 2 fois supérieurs à ce que le marché pouvait supporter. Lors d'une évaluation financière d'urgence, Marcus a imputé l'échec au manque de soutien des opérations, me désignant implicitement du doigt. Lorsque j'ai présenté des documents attestant que j'avais exprimé dès le départ des inquiétudes concernant les conditions du bail du local, ma mère m'a accusé de tenir des registres pour attribuer des responsabilités plutôt que de trouver des solutions. La réunion du conseil d'administration qui a suivi a marqué le point de non-retour dans notre dynamique familiale. Les chiffres trimestriels étaient en baisse de 15%, principalement à cause de la débâcle de San Diego et d'un système d'inventaire mal géré que Marcus avait insisté pour mettre en place contre ma recommandation. Lorsque le directeur financier, l'un des rares cadres que j'avais personnellement recruté, a présenté l'impact financier de ses décisions, Marcus a explosé, voilà ce qui arrive quand on laisse des personnes extérieures influencer les décisions de l'entreprise familiale. Je ne pouvais pas rester silencieux. La folie, c'est de répéter la même chose en espérant des résultats différents, ai-je dit calmement. Nous avons ignoré les recommandations fondées sur des données probantes 3 trimestres de suite, et nos chiffres le reflètent. Le regard de sa mère devint glacial. Ça suffit, Olivia. Ton frère essaie des approches innovantes pendant que tu es coincé dans les feuilles de calcul et les chiffres. Tout ne tourne pas autour des données. Le froid dans notre relation s'est propagé au-delà de la salle de réunion. Ma mère a commencé à m'exclure des réunions clés, à les programmer alors que j'avais des rendez-vous clients fixes, ou tout simplement à oublier de m'ajouter à son agenda. Mon tête-à-tête hebdomadaire avec elle était régulièrement annulé pour des raisons plus urgentes. Même les dîners de famille informels devenaient des champs de bataille de commentaires passifs-agressifs et de regards en coin. J'ai essayé de combler ce fossé grandissant par des gestes personnels, convaincu que renforcer les liens familiaux pourrait apaiser notre relation professionnelle. J'ai organisé une fête surprise pour les 70 ans de ma mère, en y incluant soigneusement toutes ses choses et personnes préférées. Elle semblait sincèrement touchée, mais dès le lendemain, elle m'a traité comme une employée plutôt que comme une fille ou une associée. La retraite annuelle des dirigeants de l'entreprise est devenue le signal d'alarme que j'aurais dû prendre plus au sérieux. Traditionnellement organisée dans une station de montagne d'Aspen, c'est là que nous définissions l'orientation stratégique de l'année à venir. Je suis arrivé avec un jour de retard pour finaliser un contrat important avec un fournisseur, et j'ai découvert que Moder et Marcus avaient déjà mené plusieurs réunions de planification avec l'équipe de direction. Le document de vision quinquennale qu'ils avaient rédigé réduisait considérablement le périmètre et le budget de mon service, tout en développant la marque Marcus. Lorsque je l'ai interrogé directement, Moder a souri légèrement et m'a dit « Nous avons pensé que vous apprécieriez que nous nous occupions de cela pendant que vous étiez occupé avec vos négociations avec les fournisseurs. » Ce soir-là, en cherchant un fichier de présentation égaré sur le disque dur partagé de l'entreprise, je suis tombé sur un dossier confidentiel intitulé « Restructuration organisationnelle 2024 ». À l'intérieur se trouvaient des projets d'organigramme montrant ma position diluée, plusieurs de mes subordonnés directs ayant été réaffectés à un nouveau service sous la direction de Marcus.
Les propriétés du document indiquaient ma mère comme auteur et avaient été modifiées 2 jours plus tôt. Ce soir-là, les yeux rivés au plafond de ma chambre d'hôtel, j'ai enfin reconnu ce que mon cœur avait nié. Bien que détenant 40% de Reynolds Fashion, j'étais systématiquement poussé hors de l'entreprise que j'avais contribué à moderniser et à développer. La question n'était plus de savoir si cela arriverait, mais comment et quand ils agiraient, et si je laisserais la loyauté familiale prendre le pas sur mon amour-propre lorsqu'ils le feraient. La phase finale de la trahison de ma famille a commencé lors des négociations avec Lumière, une prestigieuse maison de couture française intéressée par la création d'une collection exclusive pour Reynolds Fashion. J'avais entretenu cette relation pendant près d'1 an, tirant parti de mes relations acquises lors de mon expérience professionnelle à Paris. Nous étions à 3 semaines de la signature d'un contrat qui nous aurait permis de nous démarquer de tous nos concurrents sur notre marché. Un mardi matin, mon assistante a semblé mal à l'aise en me tendant mon emploi du temps. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit en remarquant un espace entre 2 réunions. L'appel Lumière n'est-il pas à 11 heures? Elle a joué avec sa tablette. Ta mère m'a demandé de te dire que c'était reporté. Quelque chose dans son expression m'a incité à insister. Reporté à quand? Après un silence gêné, elle a admis, je crois que ta mère et Marcus sont en train de discuter avec eux dans la salle de conférence principale. Je me suis dirigé calmement vers la salle de conférence, le cœur battant à tout rompre. À travers la vitre, j'ai vu maman et Marcus rire avec Jean-Pierre, le directeur artistique de Lumière, qui avait expressément demandé à travailler avec moi en raison de notre précédente relation professionnelle. Maman m'a remarqué dehors et s'est brièvement excusée. On s'en occupe, Olivia, a-t-elle dit en ouvrant à peine la porte. Jean-Pierre souhaitait discuter de certaines préoccupations concernant les paramètres de collecte, et j'ai pensé qu'il serait préférable que la haute direction les aborde directement. J'ai établi cette relation, répondis-je d'une voix posée malgré la colère qui montait en moi. Je devrais participer à toute discussion sur mes inquiétudes. L'expression de ma mère se durcit. Tu es à nouveau émotif. C'est pourquoi Marcus doit intervenir dans des négociations délicates. Ton attachement au projet obscurcit ton jugement. Lorsque j'ai appelé Jean-Pierre plus tard pour comprendre ce qui s'était passé, il semblait perplexe. Ta mère m'a dit que tu te concentrais sur les opérations et que tu n'aurais pas le temps de t'occuper des aspects créatifs de la collaboration. Elle nous a assuré que c'était ta préférence. Le démantèlement systématique de mon rôle s'est accéléré après cet incident. Les courriels adressés à mon équipe sont restés mystérieusement sans réponse jusqu'à ce que je découvre que ma mère leur avait demandé de la mettre en copie de toutes mes communications. Des membres clés du personnel ont été réaffectés à différents services sans consultation. Mon bureau a été transféré de l'étage exécutif vers un espace plus petit près du service informatique lors d'un week-end où j'étais absent, sous prétexte de consolider les équipes pour une meilleure collaboration. Un après-midi, j'ai aperçu William Chen, conseiller juridique de longue date de l'entreprise, quittant le bureau de ma mère avec un épais classeur de documents. En me voyant, il détourna rapidement le regard et se précipita vers l'ascenseur. Mon accès administratif à certains systèmes financiers avait été révoqué pour des mises à jour de protocoles de sécurité qui, curieusement, n'avaient jamais affecté les autres cadres. Les murs se refermaient, mais je n'étais pas prêt à abandonner sans connaître mes options. J'ai contacté Richard Daniels, l'ancien conseiller d'affaires de mon père, parti à la retraite 3 ans plus tôt. Nous nous sommes retrouvés pour prendre un café dans un petit café loin de tout magasin Reynolds Fashion. Ton père s'inquiétait toujours de ça, m'a confié Richard après avoir entendu ma situation. Vivian est brillante en affaires, mais elle considère le contrôle comme non négociable. Georges a insisté pour que vous obteniez cette participation de 40% parce qu'il craignait exactement ce scénario. Que feriez-vous à ma place, demandai-je. Ses yeux se plissèrent de compassion. Documentez tout. Préparez-vous à tous les scénarios et rappelez-vous que parfois, gagner ne signifie pas obtenir gain de cause. Il s'agit de protéger votre valeur et votre dignité. Suivant ces conseils, j'ai commencé à documenter méticuleusement chaque cas d'exclusion et de déstabilisation. J'ai sauvegardé mes courriels importants et les documents attestant de ma contribution à la croissance de l'entreprise. J'ai discrètement consulté un conseiller financier sur la valeur réelle de ma participation. Dans une dernière tentative pour sauver à la fois la relation familiale et ma position professionnelle, j'ai invité ma mère et Marcus à dîner dans le restaurant préféré de notre père, espérant que le lieu neutre et sentimental pourrait ouvrir la voie à une conversation honnête. La soirée avait commencé de manière plutôt cordiale, avec des souvenirs des débuts de papa dans la création de l'entreprise. Mais lorsque j'ai abordé avec douceur le sujet des récents changements,
l'attitude de maman a instantanément changé. Je suis déçu que tu prennes les décisions commerciales si personnellement, a-t-elle dit en coupant son steak avec une précision chirurgicale. Ton père et moi t'avons élevé pour que tu sois résilient, pas pour que tu te plaignes quand les choses ne vont pas comme tu le souhaites. Ce n'est pas une question de sentiment, ai-je rétorqué. C'est une question de transparence et de respect. Je possède 40% de cette entreprise, mais on me traite comme un employé remplaçable. Marcus ricana. Gérer Reynolds Fashion, c'est bien plus que gérer des tableurs et des ventes en ligne, Olivia. Certains aspects requièrent une intuition et des relations que tu n'as jamais vraiment maîtrisées. Le dîner s'est terminé par des adieux lapidaires, sans issue. Le lendemain matin, lors d'une conversation informelle avec mon collaborateur le plus fidèle, j'ai appris qu'une réunion d'urgence du conseil d'administration était prévue pour le lundi suivant. L'ordre du jour n'avait pas été largement diffusé, mais ma source avait entendu Marcus discuter d'un plan de consolidation du leadership avec l'un des membres du conseil d'administration qui prenait régulièrement le parti de ma mère. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Il prévoyait de voter pour me destituer du contrôle opérationnel, en utilisant le préavis minimum légal afin que je n'ai que peu de temps pour préparer ma défense. Malgré l'impact émotionnel sismique de cette prise de conscience, un calme étrange m'envahit. Pendant des années, je me suis battu pour prouver ma valeur à ceux qui avaient déjà décidé de ma place. La question n'était pas de savoir si je pouvais gagner cette bataille, mais si cela valait la peine de me battre selon leurs conditions. J'étais loin de me douter que la décision serait prise pour moi en 24 heures, par un simple message vocal qui allait tout changer. Ce mardi fatidique avait pourtant bien commencé. Je venais de conclure une réunion prometteuse avec Aster Group, une entreprise de technologie de vente au détail souhaitant créer un système exclusif de gestion des stocks pour les détaillants de mode multicanaux. Leur PDG m'avait contacté suite à un article que j'avais écrit pour Retail Business Quarterly sur l'intégration des stocks en ligne et en magasin. Ce partenariat potentiel aurait pu révolutionner nos opérations et positionner Reynolds Fashion comme un pionnier du secteur. Dynamisé par cette rencontre positive, je me suis arrêté au Café Lumen, un petit café artisanal à 3 pâtés de maison de notre siège social, pour rassembler mes pensées avant de retourner au bureau. L'atmosphère paisible, avec ses tables en bois chaleureuses et l'arôme réconfortant du café fraîchement moulu, avait toujours été mon refuge pour réfléchir pendant les périodes difficiles au travail. J'ai commandé mon latte au lait d'amande habituel et me suis installé à une table d'angle pour relire mes notes de réunion. Quand mon téléphone a vibré, j'ai reçu une notification de messagerie vocale. J'y ai à peine jeté un coup d'œil, pensant que c'était le PDG du groupe Aster qui répondait à notre conversation. Dès que j'ai appuyé sur « Play » et entendu la voix de ma mère, quelque chose dans son ton m'a fait mal au cœur. « Olivia, voici ta mère », a-t-elle commencé, comme si je ne reconnaîtrais pas sa voix après 34 ans. Le comité exécutif s'est réuni ce matin et a décidé à l'unanimité que vos services en tant que directeur des opérations ne sont plus nécessaires chez Reynolds Fashion. Votre résistance à notre orientation stratégique et votre volonté constante de saper les décisions de la direction ne nous laissent pas le choix. Vous quittez l'entreprise familiale. Attendez-vous à recevoir un appel de notre avocat concernant les conditions de votre départ. L'accès à votre bâtiment est désactivé avec effet immédiat. Veuillez contacter les RH pour récupérer vos effets personnels. Le bruit ambiant du café s'estompa en un bourdonnement lointain tandis que la voix froide de ma mère continuait. C'est une décision professionnelle, pas familiale. J'attends de toi que tu la prennes avec le professionnalisme qui sied à la famille Reynolds. Le message se termina sans même un au revoir. Mes mains tremblaient si violemment que le café déborda de ma tasse et tomba sur mes notes de réunion. Le barista l'a remarqué et m'a apporté des serviettes en me demandant si j'allais bien. J'ai dû hocher la tête, mais intérieurement, une vague d'émotions menaçait de me submerger. 6 ans de semaine de 70 heures, des offres d'emploi refusées par des concurrents qui auraient doublé mon salaire, des relations amoureuses et des projets personnels remis à plus tard. Les vacances que j'avais annulées pour gérer la crise suite à l'ouverture du magasin de Marcus à San Diego. Le réveillon de Noël que j'avais passé à gérer les finances de fin d'année, car notre contrôleur avait commis des erreurs dans les rapports à cause des délais serrés de mon frère. Les anniversaires fêtés avec des cupcakes préparés à la hâte dans la salle de conférence, car les inventaires ne pouvaient pas attendre. Tout cela me traversa l'esprit, tel un cruel diaporama de sacrifices consentis pour ceux qui venaient de me laisser tomber par messagerie. Les murs du café semblèrent se refermer tandis que les larmes me montaient aux yeux. J'attrapai mes affaires et me précipitai dehors, respirant l'air frais qui ne parvenait pas à apaiser la sensation d'oppression dans ma poitrine. Je ne pouvais pas envisager de retourner au bureau ni de rentrer chez moi,
où les souvenirs de dîners d'affaires et de séances de stratégie hantaient chaque pièce. Au lieu de cela, j'ai conduit sans but, pour finalement m'arrêter devant un point de vue panoramique surplombant la ville. Seattle s'étendait en contrebas, inconscient de mon tremblement de terre personnel. Mon téléphone continuait de vibrer, rempli de mails et de messages que je ne pouvais me résoudre à lire. Au lieu de cela, j'ai appelé la seule personne susceptible de comprendre, ma sœur, Rebecca. Ils ont enfin réussi, ai-je dit lorsqu'elle a répondu, la voix brisée malgré tous mes efforts pour garder mon calme. Contrairement aux années de communication difficiles, Rebecca n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Au lieu de cela, elle a écouté tout ce que je ressentais sortir de moi dans un torrent de douleur et de trahison. « Viens passer quelques jours avec moi », m'a-t-elle proposé. « Prends un peu de recul avant de décider quoi faire. » J'ai promis d'y réfléchir, mais je savais que je devais d'abord comprendre mes options. J'ai ensuite appelé Patricia Wang, une avocate d'affaires que j'avais rencontrée grâce à un réseau de femmes d'affaires. Elle a accepté de me recevoir immédiatement. Le bureau de Patricia, avec ses lignes épurées et sa vue spectaculaire sur le mont Rainier, m'a apporté l'ordre dont j'avais désespérément besoin. D'après ce que vous avez décrit, ils espèrent vous forcer à vendre vos actions dans la panique, m'a-t-elle expliqué après avoir entendu mon récit. Ils ont calculé que votre attachement émotionnel à l'entreprise et à vos relations familiales vous rendrait vulnérable et vous pousserait à accepter une valeur inférieure à la valeur marchande. Peut-on vraiment m'obliger à me retirer opérationnellement alors que j'en possède 40%, ai-je demandé. Malheureusement, oui. Votre participation vous confère des droits financiers, mais pas de droits de gestion garantis, sauf mention contraire dans le pacte d'actionnaires. Elle a examiné les documents que j'avais apportés. Cependant, ils ne peuvent pas vous forcer à vendre vos actions, et vos 40% vous confèrent un effet de levier important. De retour chez moi ce soir-là, par habitude, j'ai essayé de me connecter au système de l'entreprise pour vérifier le calendrier de paiement d'un fournisseur. Accès refusé, s'est affiché à l'écran. Mon email professionnel m'a renvoyé le même message. Ils avaient procédé sans délai à l'excision numérique de mon existence chez Reynolds Fashion. La minutie de mon retrait m'a fait l'effet d'un sel sur une plaie ouverte. J'ai passé la nuit à alterner entre larmes de douleur et de rage, à rédiger des réponses cinglantes et à envisager la révélation publique des tactiques de ma famille. Mais, lorsque les premières lueurs de l'aube ont filtré par la fenêtre de ma chambre, une lucidité inhabituelle s'est installée en moi. Les combattre selon leurs conditions ne ferait que m'entraîner encore plus profondément dans leur jeu toxique. Ma mère s'attendait à ce que je supplie, que je discute ou que je menace d'engager des poursuites judiciaires, des réactions qui justifieraient son récit de moi comme étant émotive et peu professionnelle. Au lieu de cela, je répondais par la seule chose qu'elle n'avait jamais anticipée, une acceptation calme suivie d'une action stratégique. Je ne lui offrirai pas la satisfaction de me voir craquer ni les munitions d'une explosion émotionnelle. Au lieu de cela, j'utiliserai mon seul véritable pouvoir, mes 40% de propriété, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Avec une détermination retrouvée, j'ai pris une douche, enfilé ma tenue la plus confiante et me suis préparé à mettre en œuvre un plan qui allait changer à jamais la dynamique de pouvoir chez Reynolds Fashion et ma relation avec ma famille. Prendre conscience que je détenais un pouvoir considérable grâce à ma participation a complètement transformé mon approche. Plutôt que de réagir émotionnellement comme ma mère l'attendait, j'ai décidé de prendre des mesures calculées qui protégeraient à la fois mes intérêts financiers et ma dignité. Ce matin-là, j'ai d'abord appelé Meridian Partners, une société de capital investissement qui avait déjà manifesté son intérêt pour Reynolds Fashion lors d'une conférence sectorielle. Leur directeur général, Jonathan Lavine, m'avait donné son numéro direct, précisant qu'ils étaient toujours intéressés par des marques de distribution bien établies et à fort potentiel de croissance. Je ne vous appelle pas pour une acquisition complète, ai-je précisé après avoir expliqué ma situation. J'étudie les différentes options pour ma participation de 40%. L'intérêt de Jonathan fut immédiat. C'est une position minoritaire significative. Seriez-vous disposé à nous rencontrer cet après-midi? J'acceptais, mais je savais qu'il me fallait explorer toutes les options avant de prendre une décision. Mon deuxième appel fut adressé à Robert Kaplan, ancien ami et rival de mon père, propriétaire de Kaplan & Son, une chaîne de magasins concurrente implantée principalement sur la côte est. Mon père et Robert entretenaient une rivalité respectueuse depuis des décennies, se retrouvant occasionnellement autour d'un cognac et de cigares, malgré leur concurrence directe. Robert a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix bourrue immédiatement reconnaissable. Olivia Reynolds, ça fait trop longtemps. Comment va George?
L'inquiétude sincère dans sa voix lorsque je l'ai informé de l'état de santé de mon père m'a rappelé une époque où les relations d'affaires avaient une dimension humaine. Quand j'ai expliqué ma situation, la réponse de Robert m'a surprise. Ces imbéciles, vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à cette entreprise. Vivant a toujours été plus soucieux du contrôle que de la croissance. Sa franchise était rafraîchissante après des années passées à gérer le style de communication passif-agressif de ma mère. Je cherchais des opportunités d'expansion sur la côte ouest, a-t-il poursuivi. Une prise de participation dans Reynolds nous permettrait d'être immédiatement présents sur le marché sans partir de zéro. À midi, j'avais prévu des réunions avec Meridian Partners et Robert Kaplan, ainsi qu'avec 2 autres acheteurs potentiels suggérés par Patricia. Chaque réunion nécessitait une préparation minutieuse afin de présenter la véritable valeur de ma participation. J'ai rassemblé des rapports financiers, des projections de croissance et des documents d'analyse de marché. Heureusement, je les avais sauvegardés sur mon cloud personnel. Les 48 heures suivantes se sont transformées en un marathon de négociations soigneusement orchestré. J'ai rencontré Jonathan de Meridian Partners dans la salle de conférence d'un hôtel haut de gamme, où il était accompagné de l'analyste et du conseiller juridique de leur division vente au détail. Leur offre était solide, mais comportait des complexités quant à l'orientation future de l'entreprise. Robert Kaplan est venu personnellement en jet privé et m'a retrouvé pour dîner dans un restaurant discret en dehors de la ville. Son approche était plus directe, un achat clair à un prix élevé, avec l'avantage stratégique d'acquérir une influence significative chez un concurrent direct. Les autres acheteurs potentiels ne pouvaient égaler aucune de ces offres. Au fur et à mesure que les négociations progressaient, j'ai insisté pour que toutes les parties signent des accords de confidentialité stricts. La dernière chose dont j'avais besoin était que ma mère soit informée avant la finalisation des accords. Patricia a examiné chaque document, soulignant les problèmes potentiels et suggérant des modifications stratégiques pour protéger mes intérêts. Le poids émotionnel de la vente de ma participation dans l'entreprise familiale m'a frappé dans les moments de calme entre 2 réunions. Il ne s'agissait pas seulement d'une transaction financière. Il s'agissait de rompre un lien avec l'héritage de mon père et de reconnaître que ma place dans l'entreprise familiale n'avait jamais été assurée malgré mes contributions. Pourtant, à chaque séance de négociation, j'éprouvais un sentiment croissant de pouvoir, remplaçant la douleur et la trahison initiale. Jeudi soir, 48 heures après avoir reçu le message vocal de ma mère, j'avais pris ma décision. L'offre de Robert Kaplan était supérieure de 12% à celle de Meridian et comportait moins de complications. Plus important encore, il y avait une certaine justice poétique à vendre mes actions au principal concurrent de mon père, une entreprise qui apporterait de nouvelles perspectives et remettrait en question la pensée stagnante à laquelle ma mère et mon frère s'accrochaient. La réunion de signature a eu lieu dans le bureau de Patricia. Alors que Robert et moi signions les documents finaux transférant ma participation de 40% dans Reynolds Fashion, il m'a serré fermement la main. Ton père serait fier de ton sens des affaires, Olivia, et franchement, je t'embaucherai sans hésiter si tu es intéressée. Je l'ai remercié, mais je lui ai expliqué que j'avais besoin de temps pour réfléchir à la suite des opérations. La confirmation du virement est arrivée dans mon email quelques minutes plus tard, car la transaction serait automatiquement enregistrée dans le système financier de l'entreprise. J'ai envoyé un message d'un seul mot à ma mère, compris. J'ai désactivé les notifications des membres de ma famille et me suis concentré sur les aspects pratiques de la séparation. Ce soir-là, j'ai pris rendez-vous au siège de Reynolds Fashion en dehors des heures d'ouverture, lorsque l'étage exécutif serait vide. L'agent de sécurité, qui me connaissait depuis que j'avais rejoint l'entreprise, a semblé confus lorsque son ordinateur a montré que mon accès avait été révoqué. Il doit y avoir une erreur système, Mademoiselle Reynolds, dit-il en utilisant sa clé principale pour me laisser entrer. Je le remerciai avec une carte cadeau pour son steakhouse préféré. Sachant que ce serait probablement notre dernière interaction, le bureau, qui avait été mon second foyer pendant 6 ans, ressemblait à un musée de promesses non tenues. J'ai soigneusement rangé mes effets personnels dans 2 cartons, des photos de famille, des prix de design, le stylo plume que mon père m'avait offert lorsque je suis devenu directeur des opérations, des ouvrages de référence et quelques souvenirs de fêtes d'équipe. J'ai volontairement laissé derrière moi la plaque de notre campagne de rebranding réussie et plusieurs articles encadrés retraçant la croissance de Reynolds Fashion sous ma direction. Ces éléments font désormais partie de l'histoire de l'entreprise, et je ne peux plus les récupérer. Alors que je posais mes clés de bureau et ma carte de crédit professionnel sur le bureau, une étrange légèreté remplaça la lourdeur qui m'écrasait depuis des mois. Ce qui allait suivre ne me concernait plus. Avant de partir, j'ai adressé un bref courriel professionnel à mes anciens subordonnés directs, les remerciant de leur dévouement,
sans toutefois mentionner les circonstances de mon départ. Nombre d'entre eux allaient bientôt devoir faire face à des changements importants, l'annonce du changement de propriétaire étant rendue publique. La dernière étape de ma stratégie a consisté à réserver un séjour de 3 semaines dans un complexe hôtelier de luxe à Bali. Le déblocage des fonds prendrait plusieurs jours, et je souhaitais une distance physique et émotionnelle lorsque les inévitables conséquences commenceraient. Alors que mon vol de nuit décollait le lendemain soir, j'ai mis mon téléphone en mode avion avec le sentiment d'avoir repris le contrôle de ma vie. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas responsable des problèmes de Reynolds Fashion, de l'approbation de ma mère ou des échecs de mon frère. Au lieu de lutter contre un jeu truqué, j'avais complètement changé les règles. Quelle belle ironie! J'avais répondu exactement comme ma mère me l'avait demandé dans son message vocal, avec professionnalisme et dignité, mais pas comme elle l'avait anticipé. Le soleil matinal de Balan filtrait à travers les rideaux vaporeux tandis que je sirotais un jus de mangue frais sur la terrasse de ma villa privée, surplombant les rizières en terrasse qui s'étendaient jusqu'au sommet volcanique lointain. Après 3 jours de massage, de méditation et de déconnexion volontaire, j'ai enfin rallumé mon téléphone. La cascade de notifications a été immédiate et accablante. 72 appels manqués, 147 SMS, 36 messages vocaux et plus de 200 courriels. Ces appels manqués témoignaient d'une panique croissante, 17 de ma mère, de plus en plus fréquents, 23 de Marcus, plusieurs de membres du conseil d'administration, de cadres et même d'avocats d'entreprise. Le premier message vocal de ma mère, 3 heures seulement après que j'ai compris mon message, a conservé son ton professionnel. Olivia, nous devons discuter des détails de la transition pour ton départ. Rappelle-moi immédiatement. Dès le 5e message vocal enregistré le lendemain matin, son sang-froid avait été brisé. Qu'avez-vous fait? Le système signale les documents de transfert de propriété. Appelez-moi immédiatement. Le 10e message, laissé à 2h17 du matin, révélait une panique totale. C'est totalement irresponsable. Vous ne pouvez pas vendre vos actions sans l'approbation du conseil d'administration. Nos avocats contesteront cette décision. Les messages de mon frère ont suivi une courbe de détérioration similaire, commençant par des sermons condescendants sur des décisions émotionnelles et se terminant par des supplications désespérées. Son dernier message vocal, laissé juste avant que j'allume mon téléphone, était presque méconnaissable, sa voix tremblait. Liv, s'il te plaît. Papa a bâti cette entreprise pour nous. Kaplan va tout détruire. Maman n'a pas dormi depuis des jours. On peut arranger ça. Tout ce que tu veux, siège au conseil d'administration, contrôle opérationnel, nouveau titre, c'est à toi. Rappelle-nous, s'il te plaît. La lecture des SMS a révélé le chaos qui a suivi chez Reynolds Fashion. Un conseil d'administration avait été convoqué d'urgence, mais n'avait pas trouvé de réponse à ce changement soudain de propriétaire. Robert Kaplan avait déjà envoyé son équipe d'intégration pour examiner les opérations, approuvées par sa nouvelle autorité de 40%. L'action de la société, cotée sur une petite place boursière, avait chuté de 22% à l'annonce du remaniement de l'actionnariat. Plusieurs grands comptes auraient suspendu leurs commandes jusqu'à ce que la direction se stabilise. Ma boîte de réception contenait des messages frénétiques de dirigeants de Reynolds Fashion en quête de clarté, de chasseurs de tête soudainement intéressés par ma disponibilité et de publications commerciales demandant des interviews sur ce que les blogs de l'industrie appelaient le coup d'état de la vente au détail de Reynolds. L'email le plus surprenant est venu de Jean-Pierre de Lumière, exprimant ses regrets quant à la façon dont nos négociations de partenariat s'étaient terminées et indiquant son intérêt à travailler avec la prochaine entreprise que je rejoindrai. Votre vision a toujours été ce qui nous a attirés dans cette collaboration, a-t-il écrit. Les vaisseaux évoluent, mais la véritable intuition créative reste précieuse. Dans ce chaos, un message se démarquait par son ton particulier. Ma sœur Rebecca avait envoyé un simple texto. J'ai appris la nouvelle. Je suis tellement fier de toi pour avoir défendu tes droits. Appelle-moi quand tu seras prête. Pas besoin de te presser. Je t'aime. J'ai transmis à Patricia les messages juridiques les plus menaçants, mais sa réponse a été rassurante. La vente était parfaitement légale selon le pacte d'actionnaires. Leurs menaces sont vaines. Profitez de votre repos bien mérité. Tout au long de la journée, les messages ont continué d'affluer. Plusieurs employés que j'avais encadrés m'ont envoyé des messages discrets de soutien. Un cadre intermédiaire a écrit « Le bureau est en plein désordre, mais honnêtement, beaucoup d'entre nous applaudissent en silence. Ce qu'ils vous ont fait n'était pas correct. » Les contacts du secteur ont exprimé leur surprise, mais aussi leur admiration,
face à cette initiative audacieuse. Une camarade de classe d'école de commerce, devenue analyste du commerce de détail, a envoyé un lien vers son article récemment publié sur LinkedIn, intitulé Comment ne pas gérer la succession, l'étude de cas de Reynolds Fashion. Les actualités financières ont montré que l'action Reynolds Fashion continuait de baisser, les analystes remettant en question la stabilité de l'entreprise. Robert Kaplan, quant à lui, avait publié un communiqué de presse soulignant son enthousiasme à l'idée d'apporter de nouvelles perspectives à une marque de distribution respectée, évitant soigneusement toute mention de drame familial tout en annonçant subtilement des changements importants à venir. Le développement le plus révélateur s'est produit vers le 5e jour de mon séjour à Bali. Après des dizaines de messages de plus en plus désespérés, ma mère a finalement envoyé un courriel au ton radicalement différent. Olivia, je me rends compte que nous avons commis de terribles erreurs dans notre gestion. L'entreprise souffre sans toi. Marcus est débordé. Ton père est bouleversé par la nouvelle. N'hésite pas à revenir pour discuter de la reconstruction, selon les conditions que tu souhaites. La manipulation était transparente, invoquant l'état de mon père pour déclencher la culpabilité, offrant de vagues promesses sans reconnaissance spécifique des actes répréhensibles, privilégiant l'impact commercial sur notre relation. 6 mois plus tôt, cette approche aurait pu fonctionner. Maintenant, depuis la paisible distance de ma villa de Ballan, je comprenais ce qu'il en était, une nouvelle tentative de contrôle, et non de réconciliation. J'ai transmis le courriel à Patricia, sans réponse. La tactique suivante de ma mère était prévisible, elle a dépêché sa famille, ses amis et des associés respectés pour la soutenir. Notre avocate de famille de longue date nous a appelés, parlant prudemment. Je ne représente pas officiellement votre mère dans cette affaire, mais comme je vous connais depuis l'enfance, je voulais vérifier s'il y avait une possibilité de résolution. J'ai maintenu des limites polies mais fermes avec tous ces intermédiaires. Je prends le temps de réfléchir à la suite des événements. J'apprécie votre inquiétude, mais la situation n'est pas négociable pour le moment. La tentative de manipulation de mon père a été la plus difficile à gérer. Marcus m'a envoyé une photo de mon père, l'air confus et bouleversé, prétendant qu'il me demandait. Cela a touché mon dernier point faible. Ma relation avec mon père avait toujours été privilégiée, et utiliser sa condition comme moyen de pression me semblait particulièrement cruel. J'ai organisé un appel vidéo privé avec les dents de mon père pendant que ma mère et mon frère étaient au bureau. Voir son visage familier, adouci par la maladie, mais toujours aussi doux dans mes yeux, m'a fait pleurer. Ils disent que tu as vendu ta part du magasin, dit-il, ces mots légèrement pâteux mais son esprit plus clair que je ne l'aurais cru. Oui, papa. Ils m'ont poussé dehors. Son expression montrait plus de compréhension que je ne l'avais prévu. J'ai toujours su que Vivien était trop autoritaire. Pour son bien, tu construiras quelque chose de mieux. Ces mots de l'homme qui avait tout déclenché me semblaient être une permission d'avancer sans culpabilité. Dès la 2e semaine de ma retraite, la frénésie des communications s'était transformée en un bourdonnement constant de mise à jour et de demandes de renseignements. Les publications économiques étaient passées à des sujets plus récents. Reynolds Fashion a annoncé une réorganisation stratégique que les initiés du secteur ont perçue comme une mesure de limitation des dégâts. Robert Kaplan m'a appelé une fois pour m'assurer que la transition se poursuivait et pour renouveler son offre d'emploi, ce que j'ai poliment reporté. Cette libération inattendue de la gestion constante des crises m'a permis de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire ensuite. La sécurité financière offerte par la vente m'a permis de prendre le temps de choisir ma voie plutôt que de me précipiter dans un autre poste. La réaction frénétique à mon départ a confirmé ce que je soupçonnais, mes contributions avaient été bien plus précieuses que ma famille ne l'avait admis. Cette prise de conscience n'était pas une question de justification, mais de clarté. Je n'étais pas le problème. Au début de la 3e semaine de ma retraite, je me sentais prête à renouer avec le monde à ma façon. Les notifications incessantes étaient devenues plus faciles à gérer. Les messages de ma mère étaient passés de simples demandes à des tentatives maladroites de conversation normale. Marcus, quant à lui, continuait d'alterner entre colère et tentatives désespérées de réconciliation. Il était temps de décider quelle relation méritait d'être sauvée et quelle limite devait être permanente. Mes 3 semaines à Bali sont devenues le sanctuaire dont j'ignorais avoir besoin. Chaque matinée commençait par une séance de yoga face à l'océan, suivie d'une séance de journaling qui transformait progressivement le traitement de la colère en exploration des possibilités. La directrice du bien-être du complexe, une Indonésienne sereine nommée Inda, m'a guidé à travers des techniques de méditation spécifiquement destinées à libérer la trahison et à reconstruire la confiance en soi. Les blessures familiales sont plus profondes,
a-t-elle observé lors d'une séance, car elles sont ancrées dans nos fondations. Or, même après un dommage, ces fondations peuvent être renforcées. Cette douce sagesse m'a aidé à séparer mon identité de Reynolds Fashion plus complètement que ne l'avaient permis 6 années d'enchevêtrement. Lors de mon dernier jour à Bali, j'ai pris la décision de rappeler Marcus, le seul contact familial que j'étais prêt à établir. Notre première conversation a été, comme prévu, difficile, ses émotions oscillant entre le ressentiment et le regret. Tu aurais pu nous parler au lieu de vendre à notre plus gros concurrent, m'a-t-il accusé, comme maman m'avait parlé avant de me renvoyer par messagerie vocale. J'ai répliqué calmement. Une fois la défensive initiale dissipée, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pour la première fois peut-être de notre vie d'adulte, Marcus a parlé en toute honnêteté. J'ai toujours eu peur d'échouer, a-t-il admis. Tu étais si naturellement doué pour les affaires. Maman me poussait sans cesse vers des postes plus importants. Je n'étais pas prêt. Elle me disait que je devais faire mes preuves avant que l'état de mon père ne s'aggrave. Chaque fois que tu réussissais, je me sentais encore plus incompétent. Cet aveu vulnérable a ouvert la porte à une conversation authentique. Marcus a reconnu comment notre mère avait méthodiquement créé une compétition entre nous, en le félicitant en face tout en le critiquant derrière des portes closes, puis en faisant l'inverse avec moi. Elle a toujours eu besoin d'être l'intermédiaire central, a-t-il expliqué. Quand vous avez commencé à gagner une réelle influence auprès de l'équipe de direction et des fournisseurs, elle a paniqué. La messagerie vocale n'était même pas son plan initial. Elle voulait réduire progressivement votre autorité jusqu'à votre départ volontaire. J'ai écouté sans interrompre pendant que des années de dynamique familiale se clarifiaient. Le lendemain du jour où tu as vendu tes actions, elle s'est enfermée dans le bureau de papa pendant des heures. Marcus a poursuivi, à son arrivée, elle paraissait 10 ans plus âgée. Elle n'arrêtait pas de dire, elle m'a surpassé. La fille de George, en effet. Il y avait une pointe d'admiration dans son récit qui suggérait que le respect de ma mère, sinon son affection, avait finalement été gagné par l'acte même de partir. Après mon retour à Seattle, j'ai refusé de visiter les bureaux de Reynolds Fashion malgré de multiples invitations. Au lieu de cela, j'ai loué un appartement confortable au centre-ville et j'ai commencé à conseiller des entreprises familiales sur la planification de la succession et la résolution des conflits. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon expérience douloureuse m'a permis d'acquérir une expertise précieuse pour d'autres. 6 mois après mon départ, Reynolds Fashion a annoncé une restructuration majeure. Robert Kaplan n'avait pas tenté une OPA hostile comme le craignait ma mère. Il avait plutôt apporté les pratiques de gestion professionnelle dont l'entreprise avait désespérément besoin, tout en respectant son identité de marque. Les bénéfices trimestriels s'étaient stabilisés et plusieurs de mes initiatives abandonnées avaient été mises en œuvre sous une nouvelle direction. Ma relation avec Rebecca s'est approfondie grâce à un soutien mutuel que nous n'avions jamais connu en grandissant. Nous avons instauré une tradition de visite mensuelle le week-end, alternant entre sa maison de Portland et mon appartement de Seattle. Lors d'une de ces visites, elle a révélé comment notre mère avait essayé de la recruter comme intermédiaire. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne t'aidais pas à reprendre tes esprits. Rebecca rit. Je lui ai dit que tu finirais par reprendre tes esprits, mais pas comme elle le souhaitait. Le plus inattendu est survenu près d'1 an après mon départ. Ma mère a demandé un rendez-vous dans un lieu neutre, le jardin botanique que mon père aimait tant. J'ai accepté des limites claires, en apportant Rebecca comme soutien. Maman est arrivée seule, visiblement âgée, mais impeccablement vêtue comme toujours. Ses premiers mots m'ont surprise. J'ai consulté un thérapeute. Il a suggéré que j'avais peut-être des tendances à tout contrôler. L'euphémisme était si absurde que nous avons tous les 3 ri, brisant ainsi la tension. Ce qui a suivi n'était pas une réconciliation complète, mais le début d'une relation plus honnête. Je ne prétends pas approuver la façon dont tu es parti, dit-elle, mais je respecte le fait que tu te sois protégé. Ton père a toujours dit que tu étais celui qui me ressemblait le plus, trop têtu pour ton bien. Je ne suis plus intéressé à ressembler à quelqu'un d'autre qu'à moi-même, ai-je répondu. La conversation n'a pas guéri des décennies de dynamique compliquée, mais elle a ouvert une possibilité qui n'existait pas auparavant, se comporter les uns envers les autres en tant qu'adultes avec des identités distinctes plutôt que des extensions de rôles familiaux. Aujourd'hui, 2 ans après ce message vocal qui a changé ma vie, mon cabinet de conseil aide les propriétaires d'entreprises familiales à créer des plans de succession plus sains. Je siège au conseil d'administration de 2 entreprises de vente au détail qui apprécient mon expérience et mes connaissances.
J'ai établi des limites avec ma famille qui permettent des relations sans interférence. Plus important encore, j'ai appris que parfois, la réponse la plus silencieuse comme mon texte d'un seul mot compris ou en dit long lorsqu'elle est soutenue par une action décisive. Ce que je percevais à l'origine comme la plus grande trahison est devenu le catalyseur de la construction d'une vie authentique alignée sur mes valeurs plutôt que sur les attentes des autres. Pour toute personne confrontée à des défis similaires en matière d'entreprise familiale, n'oubliez pas que la propriété prend de nombreuses formes, des actions dans une entreprise, oui, mais aussi la propriété de vos choix, de votre valeur et de votre avenir. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile entre loyauté familiale et respect de soi? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cela vous a interpellé, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour découvrir d'autres expériences réelles et les leçons qu'elles m'ont apprises. Merci d'avoir écouté mon parcours, de la trahison à la percée. Que votre propre cheminement soit guidé par la sagesse et le courage.